Bonjour à tous, bienvenue dans Un ciel ouvert. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Michel Assenac pour une interview représentant l'ensemble de sa carrière au sein de l'entreprise Airbus. Tout d'abord, il va nous introduire quel a été son parcours. Est-ce que vous pouvez vous introduire, Monsieur Assenac, par rapport à votre carrière? Oui, c'est un problème. J'ai débuté l'aéronautique en mars 82 où je suis arrivé dans le monde de l'industrialisation de produits. J'étais dans le domaine plus particulier de la préparation, le montage. C'est-à-dire la préparation se situe entre la partie définition, où la conception de l'avion se fait, et l'autre partie qui est la réalisation. Et bien, cette partie se trouve entre les deux. La préparation, c'est celui-là. On prépare le travail pour pouvoir le donner aux compagnons pour la réalisation. D'accord. Et parmi ce travail-là que vous avez effectué, quelques dates vous ont marqué pendant ces années de travail? Alors oui, les grandes dates, ça a été l'industrialisation du programme A310, ATR et 300-600, c'est entre les années 82 et 84. Et après, il y a eu le projet sur les avions 330 340 qui sont arrivés. Après l'industrialisation de ces projets, que se passe-t-il au final? Alors, une fois qu'un produit est industrialisé, il faut le faire, un avion, il faut le faire voler, donc il y a des essais en vol. Et pendant cette période d'essais en vol, on fait des essais sur ces avions, des essais hydrauliques, des essais électriques, des essais de conditionnement d'air. Donc parmi ces vols d'essai, au final, quels ont été les moyens pour effectuer ces tests-là? Alors, il y a beaucoup de moyens qui sont utilisés, aussi bien pour faire des essais d'hydraulique, des essais de conditionnement d'air ou des essais électriques. Et il y a même d'autres types d'essais qui sont, par exemple, on va peser l'avion pour voir sa masse au décollage qu'il est capable de porter, parce que une compagnie elle achète, entre parenthèses, le produit au poids, mais ce n'est pas pour acheter un poids de produit, c'est pour pouvoir après, en fonction des spécificités qui ont été faites, si l'avion doit faire un certain poids et qu'il a dépassé, ce pourcentage de surcharge, il ne pourra pas le transporter, donc économiquement c'est moins rentable. Donc on pèse les avions après les avoir réalisés, et on les pèse également pour pouvoir faire des essais de jaugeur carburant pour voir en fonction de la consommation après un vol combien de tonnes de kérosène a consommé et on étalonne les jauges carburant. Donc au final, c'est très précis ce travail que vous faites là. Tout à fait. Ça fait partie de tous ces essais en vol où on va pousser les limites et pour être le plus précis dans la spécification de l'avion. Donc de 1988 à 2020, vous avez décidé de changer de domaine de travail en travaillant sur les systèmes d'information chez Airbus. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Qu'est-ce que ça définit? Ça a été un changement radical pour ma part. Effectivement, j'ai laissé tomber plus ou moins cette industrialisation, mais qui m'a servi de support pour passer dans le système d'information. Et là, c'est de travailler dans tous les outils informatiques pour pouvoir justement aider la partie soit de la définition, soit de la préparation, soit des services après-vente. Et là, la première partie, je l'ai faite effectivement de 88 à 2000, où on a préparé l'évolution du système d'information d'Airbus pour la partie production. Et on est passé, on a fait une campagne d'harmonisation du système de tout Airbus France. Et après, on est basculé sur un logiciel qui s'appelle SAP, parce que la vocation d'Airbus, c'est de faire des avions et pas des logiciels informatiques. Donc on a acheté un logiciel qui s'appelle SAP et on l'a adapté à notre industrialisation avion. Et après, quelques années après, j'ai bifurqué de 2000 à 2010 où je suis allé dans l'environnement du service après-vente, pareil, pour informatiser, pour mettre un système d'information pour pouvoir réaliser ce qui s'appelle le manuel des pièces rechange, ça s'appelle IPC, Industrial Part Catalog, et de pouvoir l'intégrer dans ce même logiciel qui était SAP. D'accord. Et de 2010 à 2020, alors qu'est-ce que... Et de 2010 à 2020, j'ai fait la même chose puisque je connaissais bien ce système d'information et je voulais avoir une structure qui était beaucoup plus concentrée et dans un domaine où Airbus, il ne fabrique pas que des avions, il industrialise aussi des équipements, des calculateurs, tout ce qui est commande de vol et ainsi de suite, pour des Airbus. Et donc je suis rentré dans ce secteur où c'est une petite unité où il y a tous les domaines en même temps. C'est-à-dire vous avez la définition, la préparation, la production et le service après-vente. Donc ça a résumé les 20 premières années de ma carrière. Voilà. Aujourd'hui, M. Assenac, notre interview se centre principalement sur l'avenir de l'aéronautique et aussi sur Airbus, comment a-t-elle fait face à cette crise du Covid-19. Que pouvez-vous nous dire de l'impact de cette crise-là par rapport au secteur aérien? Tout à fait. C'est vrai que ce Covid-19 a beaucoup bouleversé. On était dans une
période de croissance où on était à une cadence de 60 avions par mois à 320 et on voulait monter vers 70-80 dans les années à venir. Et là, d'un seul coup, le trafic aérien s'arrête. Eh ben, ça veut dire que 40% de la charge d'activité était réduite dans Airbus. Donc, 40% de charge réduite en essayant de le moins possible toucher sur les effectifs parce que quand la crise sera finie, il va falloir bien avoir tous ces employés pour recommencer. Alors ce qu'a organisé Airbus, c'est de dire, en réduisant de 40%, ça fait passer de 60 avions par mois à 40 avions par mois, on rapatrie de la charge de l'extérieur pour essayer de conserver les effectifs et de réduire par des plans sociaux les effectifs qu'on va réduire de l'ordre de 10 à 15%. Et c'est de cette opportunité que j'ai pu profiter. Comme j'arrivais à un certain âge, je suis parti à la retraite, ils m'avaient des conditions particulières, et d'autres personnes sont parties avec création d'emplois ou création d'entreprises parce qu'ils voulaient faire le choix, faire une rupture, partir sur autre chose. Et l'entreprise Airbus a essayé d'organiser avec les partenaires sociaux quelque chose pour qu'il n'y ait pas de licenciement sec sur la partie Airbus. Par contre, le fait de récupérer de la charge, ça touche beaucoup plus les sous-traitants qui, eux, vont perdre beaucoup plus. Et là, aujourd'hui, c'est le secteur industriel dans la région de l'Occitanie est beaucoup touché par cette rapatriement de charges. Par rapport à ces conséquences économiques et sociales, maintenant, si on se concentre plus sur le travail au sein de l'entreprise, quelles ont été les conséquences de la crise Covid-19 sur les différents projets d'Airbus d'un point de vue assez général? Alors, la principale conséquence, c'est que baisse de revenus pour l'Airbus, ce qui fait que les projets n'ont pas été abandonnés, ils ont été repoussés. C'est-à-dire les projets majeurs ont été boostés pour dire que cela on ne peut pas passer outre, il faut continuer à y travailler dessus, faire les nouveaux programmes, c'est préparer l'avenir, hein. Même si cet avenir est décalé de 2 ou 3 ans, ils vont arriver. Donc plus on aura de temps à les préparer, mais ça sera. Et il y en a d'autres, effectivement, ils sont repoussés peut-être très loin, à 10 ou 15 ans, parce que Airbus a considéré qu'ils n'étaient pas prioritaires. Parmi tous ces projets, vous avez décidé de continuer au sein d'Airbus. Pouvez-vous en citer un? Par exemple, là, actuellement, ce qui est en cours, c'est de travailler sur les moyens courriers, de faire des nouveaux A320 qui permettront d'avoir un rayon d'action beaucoup plus grand, presque d'aller concurrencer le 350, et en plus avec des projets où il y a des voilures rétractables pour pouvoir mieux rentrer dans les aéroports. Donc au final, c'est une vision assez futuriste. Oui, tout à fait. De cette vision-là, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur l'avenir de l'aéronautique dans les 10 prochaines années, mais d'un point de vue plus environnemental? Alors, les projets environnementaux aujourd'hui sont très ciblés sur l'aéronautique puisqu'on est touché par tout ce qui est environnemental et c'est vrai que la priorité est donnée aujourd'hui sur les avions électriques, voire de travailler là-dessus avec un horizon peut-être à 10 ou 15 ans parce qu'aujourd'hui le stockage de l'énergie électrique n'est pas si facile que ça et en même temps de travailler en parallèle sur les avions à hydrogène avec une autonomie beaucoup plus grande qu'aujourd'hui avec des batteries électriques. Au final, ça sera assez complexe. Par exemple, si je prends l'exemple de l'hydrogène, ce sera assez complexe de l'extraire et au final, on pourrait peut-être plus de manière générale. Alors, la fabrication de l'hydrogène, ça sera comme la fabrication d'électricité. C'est aujourd'hui, toutes les questions elles sont là-dessus. Mais sur l'hydrogène, il y a deux options. Soit on stocke de l'hydrogène dans l'avion pour pouvoir faire le carburant, ou alors c'est avec les piles à combustible qui permettent d'avoir un échange entre soit de l'hydrogène et de la partie électrique aussi. Maintenant, nous allons voir les différents questionnements par rapport à l'environnement au sein de l'aéronautique. Que pensez-vous de la transformation des futurs ingénieurs, des futurs métiers au sein de Airbus par exemple, et comment vont-ils tendre, comment est-ce qu'ils vont être modifiés par rapport à cette crise-là ou autre? Alors, aujourd'hui, je pense que le métier d'engineering au point de vue aéronautique ne va pas trop changer fondamentalement. Ce qui va être axé, c'est effectivement le niveau environnemental, et après, ce qu'il va falloir retrouver dans l'environnement aéronautique, c'est la confiance des clients de reprendre l'avion. Aujourd'hui, il y a eu cette rupture avec le Covid qui fait que les gens ne voyagent plus, on fait du télétravail, donc on n'a plus besoin de se déplacer pour travailler. Donc c'est de voir comment dans ces 10 prochaines ou 15 prochaines années, comment tout ce métier de l'aéronautique va changer. Et à ce jour, il y a une principale évolution qui est aujourd'hui sur tout ce qu'on appelle le big data, où il y a des gens qui regardent aujourd'hui de récupérer toutes les informations d'un avion pour les analyser, pour faire aussi bien du préventif
et de dire il y a des pannes qui arrivent et de pouvoir prospecter, de dire en fonction de ces indicateurs, de ces informations qu'on a, on peut être prédictif et de dire il y a cette maintenance qu'il va falloir aborder à tel moment ou peut-être ce changement de pièce parce qu'elle va arriver en rupture, un truc comme ça. Et ce big data aujourd'hui, c'est un grand avenir, c'est ce que j'ai vécu dans les 10 dernières années, là, où on travaille là-dessus, aussi bien dans les moyens de production, où on va aller rechercher les informations dans tout le processus de fabrication d'une pièce pour ne pas attendre sa finalisation pour dire elle a un problème, c'est peut-être d'analyser les données bien en amont pour dire arrêtons de continuer à fabriquer parce que là on a déjà un souci qui va causer tel problème plus tard. D'accord, donc c'est vraiment centré sur l'avenir et une certaine amélioration du produit que vous allez offrir à vos différents clients. Tout à fait. On va rendre du service au client qui va être capable de récupérer ces informations et ça s'appelle vendre du service. Et aujourd'hui, on le voit dans l'automobile, on vous vend un véhicule avec un service derrière pour faire de la maintenance. Et là, dans l'aéronautique, c'est pareil. C'est du service, alors ça se fait à l'heure en disant par tant d'heures de vol, vous payez tel service. D'accord, d'accord. Eh bien, Michel Ossenac, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation, en espérant pouvoir vous retrouver plus tard. Merci beaucoup et merci à tous. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir.